Bonjour à tous et toutes, bienvenue. Alors, je peux déjà vous dire qu'hier, vous avez parlé effectivement des différences éducation formelle, informelle, non formelle. Je ne vais pas m'inscrire dans la continuité de ça, puisque pendant mes 20 minutes là d'intervention, je vais gommer un petit peu cette différence et faire comme si ça n'existait pas. Je vais parler d'éducation au sens large, quel que soit le temps éducatif dont on parle. Je m'appelle donc Antonin, je suis responsable du développement et du numérique dans une association d'éducation populaire française qui s'appelle la Ligue de l'enseignement. C'est une association à la fois une des plus anciennes en France, puisqu'on a été créé en 1866, et à la fois une des plus grosses en taille, puisqu'on regroupe 30 000 associations en France, et ça fait à peu près 1 600 000 membres sur l'ensemble du territoire. L'histoire que je vais vous raconter là pendant les 20 minutes qui viennent, elle commence en fait en 2012, quand moi je suis directeur d'une ligue de l'enseignement départementale, puisqu'on est inscrit comme ça dans les départements, dans un territoire rural, et c'est la directrice éducation de la mairie, de préfecture de ce territoire départemental, qui m'appelle et qui me dit « Antonin, on a un problème, ça fait 2 ans qu'on a investi dans du matériel informatique de pointe dans toutes les écoles de la ville, une dizaine d'écoles, 150 000, 200 000 euros d'investissement, donc des ordinateurs, des tablettes, des petits robots, etc. Et les enseignants ne les utilisent pas. Alors il faut faire quelque chose, n'importe quoi, fais un projet dans l'école, peu importe, au moins le matériel sera utilisé. Ça a été le point de départ un petit peu de ma réflexion sur l'éducation au numérique. Évidemment, j'ai pas fait n'importe quoi, je me suis pas dit on va faire un projet avec les robots et les tablettes. Je me suis dit on va essayer de voir ce qui se passe avec les enseignants et comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour essayer de faire en sorte qu'ils l'utilisent, d'autant plus que déjà en 2012, c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'était dans les programmes scolaires. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que les enseignants étaient dans une situation un peu de désarroi, c'est-à-dire ils avaient l'impression que, en réalité, cette question de l'éducation au numérique était une question extrêmement complexe, qu'elle les dépassait complètement, qu'ils avaient face à eux des élèves qui étaient nés avec la révolution numérique, qui étaient peut-être plus disposés qu'eux à utiliser ce matériel, et qu'eux-mêmes, au-delà des usages classiques, c'est-à-dire le fait d'utiliser Word pour préparer ses cours, parce qu'en fait, la plupart des enseignants, ils utilisent le numérique, ils n'étaient pas à la hauteur de la demande, donc ils préféraient laisser de côté, d'autant plus qu'ils ont déjà beaucoup de travail par ailleurs. Alors on pourrait se moquer de ces réactions-là. Moi je me suis dit qu'il fallait essayer de les prendre au sérieux et voir un petit peu comment on pouvait relever ce défi et qu'est-ce qui avait changé pour de vrai, parce qu'on a face à nous là des professionnels de l'éducation, je parle d'enseignants parce que c'est ce qui m'est arrivé, mais ça pourrait aussi bien être des animateurs qui sont très bien formés, qui habituellement relèvent à peu près n'importe quel défi et qui là face à celui de l'éducation au numérique se retrouvent de façon assez massive. En tout cas en France c'est vrai, je ne sais pas comment c'est ailleurs, dans une situation un peu de désarroi, au moins psychologique, parce que je ne suis pas sûr que la question soit vraiment si complexe que ça, mais j'y reviendrai. Alors pour déjà se donner un petit peu la mesure du défi et se dire qu'est-ce qui a changé objectivement, je propose de revenir une trentaine d'années en arrière, milieu des années 90, début des années 90, le moment clé de la diffusion médiatique, le moment où on allait chercher les nouvelles, pareil en tout cas en France, c'était le journal de 20h. Journal de 20h, tout le monde assis devant la télé, en tout cas dans plein de familles, c'était comme ça chez moi. La différence simplement c'était éventuellement la chaîne de télé qu'on regardait, mais globalement on avait les informations par ce biais-là, et il y avait une forme de canal qui faisait que on déployait dans les espaces éducatifs des ateliers d'éducation aux médias de façon assez importante et assez traditionnelle autour de ces usages classiques du média. Aujourd'hui, en 2019, 20 ans après, cette question du journal de 20h est devenue une question assez marginale. Il reste quelques familles où ça se passe comme ça, mais enfin, c'est pas le quotidien absolu des familles. Et on a vu une explosion des médiums d'information les plus utilisés, qui notamment passent non plus... Allez-y, installez-vous, je vous en prie, s'il reste des places. Qui notamment passent plus forcément par la question du journal TV, mais par les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, etc., qui sont des médias d'information, et surtout, le plus important d'entre eux, sur lequel je peux m'appuyer un petit peu, qui a un point commun avec le journal télé, c'est YouTube. 1 milliard de vidéos
visionnés chaque jour. C'était les chiffres en 2017, donc ça a sans doute encore explosé depuis, parce que ce genre de choses, c'est des courbes exponentielles. Les contenus de ces médias numériques, j'expliquerai pourquoi j'appelle ça média, je sais qu'il y a un débat dessus. Ils sont très différents en réalité des contenus télévisuels, je pense pour au moins 3 raisons. Première raison, c'est leur source. Par exemple, une vidéo d'économie sur YouTube, elle peut être produite par un expert en économie, tel qu'on le retrouverait à la télé aussi. Elle peut être produite par mon prof d'économie de terminale, forme d'expertise. Elle peut être produite par mon voisin. Ça se trouve d'ailleurs est très bon en économie. C'est pas une manière de dire que mon voisin n'est pas légitime à produire sa vidéo d'économie sur YouTube. En tout cas, elle peut être produite par les 3. Et il n'y a pas de différence éditoriale entre les 3 vidéos qui sont présentes sur YouTube et les 3 contenus économiques qui sont présents sur YouTube. Deuxième distinction, c'est le but de ces vidéos. Ces vidéos, elles peuvent être produites dans des buts extrêmement différents, divertir, informer, faire peur, manipuler, que sais-je. Parfois un peu tout ça à la fois, et ces vidéos, elles sont plus ou moins bien faites, elles peuvent utiliser des ressorts spécifiques, y compris pour camoufler les intentions de départ, qui normalement, dans un cadre éditorial classique, ne sont pas exactement là. Donc il faut qu'on soit capable de les décrypter pour aider à comprendre. Puis le troisième vecteur, qui est à mon avis un point essentiel de la transformation numérique, c'est leur diffusion à ces vidéos. Auparavant, pour qu'un média, qui soit écrit, une image, un média vidéo nous arrive, il fallait qu'il passe par un certain nombre de filtres. Le premier d'entre eux, c'était un filtre éditorial. C'était un livre, c'était un éditeur qui décidait si le livre était suffisamment bon pour nous parvenir en librairie. Si c'était un média, c'était un journaliste, une conférence de rédaction, qui décidait si le contenu était suffisamment intéressant pour arriver jusqu'au journal, et même s'il était suffisamment intéressant pour arriver jusqu'à la tête du journal, sur la première page par exemple, qui faisait qu'on le lisait plus que les autres. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Le cadre éditorial n'a pas disparu. Il y a toujours un média qui fait qu'on va recevoir la vidéo ou pas. D'ailleurs, si on se connecte les uns et les autres sur YouTube, on ne va pas avoir la première page sous les yeux, la même première page, on va avoir d'autres vidéos qui nous seront proposées. Ce médium, il est assuré non plus par des journalistes, non plus par des éditeurs, mais par des robots, ce qu'on appelle des algorithmes, qui vont déterminer pour nous-mêmes l'ordre des vidéos qui vont nous arriver, celles qui nous intéressent, en fonction d'un certain nombre de critères, qui peuvent être le type de vidéo que je regarde habituellement, les sujets qui m'intéressent, sujets de vidéo ou des sujets qui m'ont intéressé sur d'autres sites internet. Si par exemple je cherche à m'acheter des chaussures, en général je reçois assez rapidement des pubs de chaussures. Bon voilà. Et il y a donc une très très grosse différence dans l'éditorialisation, et cette éditorialisation pour autant existe toujours et a des conséquences énormes sur l'individualisation des modes d'information. On ne reçoit pas les mêmes informations les uns et les autres. On a vu comment dans des élections, alors on se souvient tous et toutes des élections américaines, avec les grands débats que ça a suscité, ça peut avoir un impact très fort, à la fois sur la manière dont des individus peuvent se retrouver potentiellement manipulés, et à la fois dont des journalistes, des sondeurs peuvent être complètement à côté de la plaque de ce qui est en train de se passer comme mouvement dans l'opinion. Il faut donc qu'on repense 3 choses. Premièrement, l'éducation aux médias et à l'information. Il faut qu'on soit capable de repenser la question des sources, la question de la diffusion médiatique plus largement, je pense que je l'ai fait un petit peu toucher du doigt. Deuxièmement, la question de l'éducation à l'image, animée ou non, puisque finalement la production, la manipulation de l'image n'a jamais été aussi facile. Ça peut être mon voisin, ça peut être une ferme de hackers russes, ça peut être mon prof d'économie, voilà, avec des compétences diverses. Ça peut être vous, ça peut être ici aussi. Et troisièmement, l'éducation aux sciences informatiques. Puisque précisément, la question médiatique est intrinsèquement liée aujourd'hui à la question de l'algorithme et donc de la compréhension du fonctionnement des machines, des ordinateurs, des robots, etc. qui nous entourent. Donc on voit bien qu'il y a effectivement un vrai défi éducatif qui nous permet aussi un petit peu de comprendre ce qui se passe et pourquoi on a face à nous des acteurs éducatifs qui se sentent un petit peu dépassés. Évidemment, tous ces éléments, je ne veux pas les porter de manière anxiogène, c'est pour le meilleur.
La facilité à produire des ressources vidéo, c'est aussi un élément de créativité, un élément de liberté d'expression, voire un élément de progrès de l'esprit humain. On voit comment depuis 2007-2008, une ressource comme Wikipédia est reconnue supérieure dans sa qualité de contenu à l'Encyclopédie Britannica. C'est quand même pas anodin. Comment des individus se retrouvent meilleurs par leur intelligence collective que des experts internationaux. Et puis aussi, parfois, évidemment, pour le pire, c'est tous les côtés anxiogènes d'Internet qui sont souvent des clés qui font que, experts de l'éducation, on est appelé par des établissements scolaires ou des animateurs. Alors, le cyberharcèlement, la diffusion facilitée des théories du complot, des contenus haineux, une pornographie de plus en plus violente sur Internet avec sa libre diffusion, etc. Tout le côté anxiogène d'Internet. Nous, à la Ligue de l'enseignement, on a adopté la formule suivante pour résumer ce défi éducatif. On a dit ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on forme des citoyens créatifs, critiques et responsables de leurs usages numériques. Alors c'est facile à dire, mais c'est évidemment un petit peu plus difficile à faire. Ça fait depuis maintenant 4-5 ans qu'on a lancé vraiment ce défi à l'échelle nationale dans notre mouvement. Et on a été du coup confronté à 3 défis sur lesquels on a apporté 3 types de réponses différentes. Premier défi, je crois que je vous en ai parlé un petit peu déjà, c'est de redonner du pouvoir d'agir aux acteurs. Si on a face à nous des gens qui, alors même qu'ils sont des experts de l'éducation, expriment une forme de difficulté, de désarroi face à ces évolutions technologiques, il faut qu'on apporte des réponses, et il faut qu'on apporte des réponses simples, soit de nature à décrisper les choses et à permettre à chacun d'agir. Donc on doit produire des outils simples pour décrisper tout le monde. Je vous donne un petit exemple si vous n'êtes pas convaincu par la difficulté ressentie. Si en tant qu'animateur ou en tant que directeur d'une structure, je vous dis demain ce serait bien quand même que vous fassiez avec les jeunes que vous avez à votre charge un atelier origami, je suis à peu près sûr que personne dans la salle frémit et que vous allez vous dire je suis peut-être pas un expert en origami, mais je vais trouver 1 ou 2 vidéos sur YouTube et puis demain je fais des grenouilles avec les enfants. Ça va bien se passer, j'ai pas besoin d'être un expert en origami pour lancer l'atelier. Si je vous dis demain vous me faites un petit atelier coding et jeux vidéo, je suis sûr qu'il y a à peu près 50% de la salle qui frémit. Et pour autant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les outils qui existent sont presque plus simples pour faire l'atelier coding et jeux vidéo que pour la technicité qui est demandée pour faire de l'origami. C'est quand même extrêmement technique, les origamis. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi, ça me fait plus peur, en vrai. Et donc, ces outils accessibles, ils existent, on peut les produire, on peut les recommander. On a donc produit, première chose, depuis 2014-2015, 10 parcours éducatifs, clés en main, qui se présentent sous la forme de petits livrets. Je n'en ai pas apporté avec moi, mais vous les trouvez facilement sur Internet, sur le site de la Ligue de l'enseignement. À chaque fois, c'est à peu près 10 heures d'activité à destination des enfants et des jeunes. Ce sont des livrets écrits, parce que ça permet justement d'éviter de se confronter tout de suite à l'outil numérique et d'avoir un objet facile, et qui sont accessibles sans condition de compétences préalables. On les a mis en Creative Commons, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme étant un bien commun, ils appartiennent à celles et ceux qui les prennent et qui en font ce qu'ils veulent, et ça représente à peu près 100 heures d'activité clé en main sur l'ensemble des sujets d'éducation numérique que j'ai cités tout à l'heure, éducation aux médias, éducation à l'image, éducation aux sciences informatiques, c'est-à-dire vous pouvez aussi bien faire de la robotique que créer une web radio ou que créer un atelier vidéo avec des jeunes. Deuxième volet sur la spécificité beaucoup plus technique qui est l'éducation aux sciences informatiques, qui fait vraiment plus peur que le reste, me semble-t-il. On a participé à un grand programme, pareil, que vous pouvez retrouver, qui est gratuit en Creative Commons, qui s'appelle ClassCode. Outil ClassCode. Qui sont notamment des petits modules vidéo. C'est 400 petites activités qui sont présentées sous forme de vidéo qui permettent de débuter le plus simplement possible dans l'éducation aux sciences informatiques, y compris avec des choses sur lesquelles on se passe complètement de matériel informatique, ce qu'on appelle des ateliers déconnectés. Et puis troisième volet, si tout ça ne suffit pas, on a mis en place avec 2 autres associations d'éducation populaire en France, que sont les Franca et les CMEA, ce sont deux autres structures amies de notre mouvement, un pool de formateurs. On a à peu près 450 formateurs qu'on a formés sur l'ensemble du territoire depuis 2014, métropolitain et outre-mer,
et qui sont des acteurs d'une réponse en formation possible pour les acteurs éducatifs, tout temps éducatif confondu. Le deuxième défi auquel on a été confronté, me semble-t-il, qui est majeur, qui est important pour les acteurs éducatifs, c'est de choisir les bons outils. Ce que je vise là-dedans, je peux vous l'expliquer, j'étais tombé en 2014, quand j'ai commencé à m'occuper du problème à la Ligue, sur une vidéo sur le site de Microsoft, qui se passait dans le lycée où j'ai fait mes études, à Mont-Soleil-Mines en Saône-et-Loire, en Bourgogne. On y voyait le proviseur dire bon, bah, Microsoft nous a fourni des tablettes, il nous a aidé à rédiger notre projet éducatif et il a formé les enseignants pour utiliser tous les outils. C'est super, du coup on a un outil intégré et puis la vidéo terminait avec des enfants qui tenaient une pancarte Microsoft et qui disaient « Microsoft, c'est génial !» Alors évidemment, au-delà de la manipulation un petit peu gênante de la fin de vidéo, tout le reste aussi m'interpellait un petit peu et je me suis demandé pourquoi ça m'interpellait. Première raison pour laquelle je pense que ça m'interpellait, c'est que finalement, il y a une grande conception qui fait qu'aujourd'hui, autour de l'éducation numérique, mais comme autour du reste, hein, on voit énormément d'entreprises de tout type arriver et proposer des solutions. C'est cette conception que finalement l'éducation est, en termes de potentialité, je pense notamment aux pays hors Europe, hein, le premier marché mondial. Évidemment, quand nous on pense éducation, on pense bien commun, on pense, voilà, on pense pas à introduction dans un marché mondial. Donc déjà, c'est le premier sujet qui faisait que ça m'interpellait. Et puis deuxième sujet, c'est que pour s'introduire dans un marché mondial de la façon la plus simple possible, en général, les entreprises choisissent, notamment les plus grosses d'entre elles, choisissent des ressources qui sont fermées, qui sont propriétaires. Ça veut dire que lorsque vous utilisez un outil des GAFAM, par exemple, je ne vais pas citer que Microsoft, hein, Google, Amazon, Facebook, etc. Ils ont tous le même type d'enjeu. Hein. Ce sont des outils pour lesquels vous ne pouvez pas savoir comment ils fonctionnent. Vous n'avez pas accès à l'algorithme, justement, j'en parlais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est fait une fois que vous avez créé un compte. Est-ce que ce compte est utilisé uniquement pour le fonctionnement de l'outil ? Ou est-ce qu'il est utilisé par exemple à des fins marketing? Est-ce qu'il communique avec d'autres bases de données, etc. Toutes choses qu'avec ce qu'on appelle le logiciel libre, vous pouvez savoir. Et puis, si vous voulez le modifier, si vous voulez l'améliorer, si vous connaissez un développeur qui pourrait travailler le contenu et l'améliorer, bah, vous ne pouvez pas. Toutes choses qu'avec le logiciel libre, vous pourriez faire. Donc concrètement, dans une optique de éducation bien commun, éducation progrès de l'esprit humain, il me semblait important de travailler avec des outils open source et de travailler avec des acteurs. Alors je ne dis pas ne pas travailler avec des entreprises, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit. Travailler avec des acteurs dont l'objet était avant tout l'objet éducatif. On a donc créé, je disais, toutes nos ressources sont en Creative Commons et toutes nos ressources utilisent des outils open source, que ce soit sur le software, c'est-à-dire si on utilise des logiciels, ou que ce soit sur le hardware, c'est-à-dire si on utilise des robots, etc. À chaque fois, ça va être des outils open source qu'on va privilégier et qu'on va proposer du coup aux enseignants, aux acteurs éducatifs, y compris pour faire face à la déferlante économique qui arrive face à eux. Et qui est aussi une des raisons de leur désarroi, hein, puisque eux-mêmes se sentent un peu choqués par ça. Troisième défi, c'est pas avec 450 formateurs, c'est pas avec même des ressources très très partagées qu'on va relever le défi de l'éducation. En France, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qu'on soit capable de former. Donc pour massifier les usages, il va falloir qu'on soit un peu plus nombreux que nous-mêmes. Et donc on s'est mis à essayer de créer à toutes les échelles, en France, en Europe, dans le monde, des alliances éducatives. Ça passe par des projets, par des coalitions, ça passe par des structures. Vous avez vu là dans la présentation de qui je suis, il y en a deux. Il y a la MENNUM. La MENNUM, c'est ça, hein, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est une forme d'entreprise de l'économie sociale qui a été créée avec l'État, avec des entreprises du secteur, et même le groupe La Poste par exemple dedans, avec des associations de médiation numérique, avec des acteurs éducatifs de tout le territoire, avec pour seul objet de traiter la question de l'inclusion numérique, c'est-à-dire de l'égalité d'accès, l'égalité des chances face à cette transformation numérique. Si on prend, là j'ai parlé que d'éducation, mais si on prend plus largement, on voit bien comment il y a un enjeu majeur de ce point de vue-là, comme de toute façon sur tous les sujets éducatifs qu'on a. Deuxième exemple, c'est Poppy Station. J'avais vu que vous aviez travaillé la robotique hier. Voilà,
Je serais heureux d'en discuter tout à l'heure pendant la pause. Popistation, c'est une association qu'on a créée autour de la promotion, de la défense et de la diffusion de la robotique open source en éducation. Vous avez compris à travers l'échange, enfin, la présentation que je viens de vous faire que c'est un sujet majeur sur le hardware. Et pour réussir ce défi, on a des associations, mais on a aussi des universités, monde de l'enseignement supérieur. On travaille avec l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique. On travaille par exemple avec l'École polytechnique de Lausanne, en Suisse. On travaille par exemple avec l'Institut français de l'éducation et plein d'autres. Et puis, on est allé chercher dans l'écosystème des ingénieurs, des entreprises qui créent des robots. Là, on est en train d'en sortir un nouveau qui permet de travailler aussi l'intelligence artificielle avec des enfants. Et des distributeurs, puisqu'il y a bien de toute façon un besoin, une logique économique à produire, ne serait-ce que pour pouvoir trouver ces robots et les acheter ensuite. Même si, puisqu'ils sont open source, vous pouvez aussi les acheter en kit, si vous le souhaitez, commander pièce par pièce, indépendamment de... C'est aussi la différence, hein. Vous pouvez être dans le tissu économique et en sortir. Et puis, on a monté des consortiums européens, là c'est plus récent, ça fait 1 an qu'on s'y met avec Erasmus, mais je ne pouvais pas ne pas le citer, autour de la lutte contre les discours de haine en ligne, par exemple, ou pour l'amélioration des outils éducatifs, des parcours éducatifs dont je parlais tout à l'heure. On a un projet qui s'appelle Immedia, qu'on a avec des partenaires italiens, belges, enfin de plein de pays d'Europe, anglais, lettons, pardon. Et qui a démarré là, et qui vise vraiment à reprendre tous nos contenus et à les améliorer par l'échange de pratiques avec les pays européens. Alors on dit toujours qu'une conférence doit se terminer par une invitation à passer à l'action. Je crois que c'est clair pour ce qui nous concerne. Je pense que si vous souhaitez passer à l'action sur ces sujets-là, vous avez 2 possibilités suite à ce que je vous ai raconté. La première, c'est de vous approprier tous les outils dont je vous parlais. Je suis à votre disposition pour en échanger, vous les donner, vous donner mes contacts. Vous pouvez aller sur le site de la Ligue de l'enseignement et d'autres et vous les trouverez. De vous lancer vous-même dans ces enjeux d'éducation numérique. Et puis la deuxième, c'est de rejoindre les coalitions, d'en créer d'autres, avec, sans nous. De toute façon, le monde est petit, on se recroisera forcément un jour. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition pour échanger.